C'est-à-dire que la diversité, elle naît forcément de l'unité qui serait la langue d'Adam. Moi, je ne la lis pas dans le De Vulgare Eloquentia. D'abord, c'est pas un nunum qui est au début. Il y a une langue, c'est une première langue, une seule langue, puisque c'est la langue d'Adam. Sa caractéristique principale, c'est qu'elle est infuse, elle est oubliée. On part complètement ailleurs. On fait autre chose. Donc il n'y a pas de continuité, c'est pas la diversité. D'ailleurs, il n'y aurait pas d'oubli s'il y avait par la diversité de cette langue d'Adam une division, une confusion. Il ne parle pas de confusion, il parle de variation, de diversification, diversificare, etc. C'est pas la confusion. Ils ont du mal à expliquer la confusion des langues, les exégètes. Pourquoi ils ont du mal, d'ailleurs, c'est intéressant du point de vue même théologique. Ils ont du mal parce que, puisque c'est Dieu qui a créé le langage dans la Genèse, enfin, là aussi, il y a des choses, vous savez, est-ce qu'il a soufflé les noms à Adam, ou est-ce que Adam les a inventés, enfin, bon, il y a tout un tas de choses différentes. Ouais, il fabrique, oui, mais là aussi, bon. À partir du moment où c'est Dieu qui a fait qui était pour quelque chose, disons, dans la nomination, et ben certains exégètes disent l'homme n'a pas pu faire quoi que ce soit après Babel, puisqu'il n'a pas le droit de fabriquer, sinon ça a dû être fait. Alors ils inventent tout un tas de choses, les exégètes sont formidables pour ça, ils ont toujours des bonnes idées. Il y en a qui disent, je ne sais plus si c'est Bède ou je ne sais plus quel commentateur, ils disent, ils ont mélangé les syllabes. Ils ont pris les mêmes syllabes et ils les ont mélangées. C'est ça la confusion. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de création. Tout ce qu'ils ont fait, c'est mélanger. Mais ils n'ont pas créé, ils n'ont pas inventé de nouveau un langage. L'invention, ça serait pour la garder à Adam. Alors que là, c'est clair, c'est oublié. Est-ce que tu pourrais dire une chose à notre public à propos de la permutation des voyelles, à propos de A, E, I, O, U? Ah non, mais alors là, j'ai plus. Oui, c'est magnifique. Non, je peux plus. Il y a peut-être déjà. Je l'ai le passage. Oui, c'est un beau passage. J'aurais dû le prendre. Ouais, magnifique. C'est cette idée que ah oui, Yéyo. Oui, je l'ai d'ailleurs le texte. Oui, mais alors là, je suis trop fatiguée pour le dire. Oui, tu as raison. Je pourrais. Il peut le faire. Tu viendras nous Est-ce que vous avez d'autres questions sur ce dossier incroyable? Il y a des connaisseurs dans la salle. J'observe, déjà l'autre fois, c'était le cas, une dame qui a le courage d'intervenir sur la Genèse. Ah oui. De changer les cas. Et c'est surprenant parce qu'il est fait avec maîtrise et aussi il assume. Il faut savoir qu'après, il dit des choses qui sont en contradiction, mais il assume parfaitement ce qu'il dit. L'autre fois, c'est la question de date de création aujourd'hui. C'est la question de la première et de la nomination qui est super important, surtout parce que le nom d'Adam, qui est donné par Dieu, et qui veut dire en hébreu terre, et Adam est fait de terre, etc. Donc c'est l'objet qui est la chose, qui est le nom, nomme les objets avec une autre langue, peut-être, mais ce n'est pas la langue dont il parle, et donc il faut créer, disons, définir Ève comme la première locutrice. Ça, c'est une astuce aussi, on peut dire, mais c'est bien plus que ça. C'est un sens très théorique, oui, c'est un sens très théorique, c'est ce qu'on a dans le passage. La possibilité d'une langue périssable, donc qui peut évoluer, tout en gardant la langue d'Adam, qui ne va être pas trop loin de la langue des anges. Disons, là aussi on ne sait pas, mais je veux dire... Je ne sais pas si elle est pas... Enfin, pour lui, il n'y a pas de langue des anges, il n'y a pas de locution angélique. Mais c'est vrai que là, vous avez dans ce passage, quand il dit rationabilitaire, c'est intéressant. Il est plus raisonnable, même si la femme, dans les textes, se trouve avoir parlé la première, il est cependant plus raisonnable de croire que l'homme a parlé le premier. Et il ne convient pas, et c'est ça la raison, et il ne convient pas de penser qu'un acte si noble du genre humain ne soit pas en premier émané de l'homme plutôt de la femme. Nous croyons donc raisonnablement. Donc en fait, il fait une double inversion, et c'est assez... on voit l'intention c'est pas théorique. le plus noble des passages de Dante. Oui, mais en fait, non, mais c'est pas juste là, mais bon, c'est peut-être un peu de misogynie, mais je crois pas que ça soit que ça. C'est vraiment qu'il faut que ça soit une langue de grâce, c'est-à-dire il faut que ça soit la langue qui mena, d'abord parce que c'est le premier homme qui a été créé, et que donc sa première parole doit être une parole de louange et de remerciement à l'égard de la divinité. C'est extrêmement important pour lui. Ça ne peut pas être une mauvaise parole, la première parole. Voilà. Alors bon, il se trouve que c'est la femme qui l'a dit, la mauvaise parole. Bon, c'est pas par hasard. Mais... De toute façon, il a été bien puni parce qu'il a dû subir les paroles de Béatrice, et qu'il a appris ce que c'était que de parler quand on était une femme. Donc, d'une certaine façon... il a payé pour cette ligne. Ouais. Non, mais ça, c'est... On a lui a plu, donc ça allait autant que la sienne. Mais, oui. Est-ce qu'on peut supposer que cette
Quelle langue? Le vulgaire? Bah écoute, je ne l'ai jamais lu. Enfin, sûrement pas. Cette langue-là, elle revient avec le Christ. Attends, tu veux dire la langue d'Adam? Oui. Pour Dante? Oui. Elle revient avec le Christ, Elle oui. revient avec le Christ. Mais c'est ouais. Et le Mais Christ en tant que corps, Mais c'est une langue historique. C'est une langue qui a été fabriquée à un moment donné comme langue historique. Non, ça va pas. Non, c'est une langue historique. C'est l'hébreu, en fait. Hein, c'est l'hébreu. Dans quel texte tu trouves que la langue revient avec le Christ? Tu penses à quel passage? Je vais te donner le passage. Si je l'ai mis. Je me suis dit. C'est juste après ça. Voilà. Oui, c'est là ce que tu disais, entre parenthèses, l'air s'ébranle pour produire des altérations. Il se pose, il en parle de la question. En fait, Oui. artefact de la nature. Oui, parce qu'en fait, après je réponds à ta question. J'avais oublié ce passage en effet. C'est parce qu'il dit, en fait, il dit si Dante a parlé, si Adam a parlé avec Dieu, est-ce que ça ne veut pas dire que c'est Dieu le premier locuteur? Voilà. Et voilà ce qu'il dit. Il dit: à cela nous disons en vérité qu'il a bien pu répondre à une question de Dieu et que ce n'est pas pour autant que Dieu a parlé au moyen de ceux que nous appelons à parler. Donc son terme de locution, c'est vraiment précis. Qui en effet peut douter que tout ce qui est doive se plier au moindre geste de Dieu, par qui tout est de fait, créé, conservé, gouverné. Si donc au commandement de la nature inférieure qui est servante et créature de Dieu, l'air s'ébranle pour produire des altérations de taille, à faire retentir le tonnerre, fulgurer le feu, gémir la pluie, pendre la neige, déchaîner les grêlons, ne pourra-t-il pas s'ébranler au commandement de Dieu pour faire résonner certains mots quand Dieu lui-même les rend distincts? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais c'est pas de ce langage dont tu parles. C'est vraiment la locution humaine. C'est assez génial. Il sait exactement ce qu'il fait. Enfin, chaque passage est formidable. Christ, à quel passage? Alors, je te dis, attends 2 secondes. Voilà. Attends, où est-ce que je dis? Oh, mais attends, je vais te le retrouver. Non, ça, c'est le lieu. Voilà. Alors, voilà. Voilà. C'est en 6, 6, il dit... c'est avec cette forme de parler qu'a parlé Adam. Donc c'est vraiment ce qui a été créé, c'est quelque chose de parler. C'est pas un verboum, c'est pas un langage mental, etc. Parce qu'il y a des théologiens qui disent ça, hein, que cette espèce de langage universel, ça serait une espèce de verbum mentale, au sens d'Augustin, quelque chose qui ne serait pas sonorisé. Alors que pour Dante, étant donné qu'il s'intéresse au langage dans la cité, c'est le langage sonore qui est important. Hein. Alors il dit, c'est avec cette forme de parler qu'a parlé Adam, c'est avec cette forme de parler qu'ont parlé tous ses descendants jusqu'à la construction de la tour de Babel, ce qui signifie tour de la confusion. C'est de cette forme de parler qu'ont hérité les fils d'Héber, appelés pour cette raison hébreux. C'est à eux seuls qu'est restée cette forme après la confusion, afin que notre Rédempteur, qui devait naître d'eux en son humanité, jouisse d'une langue non de confusion mais de grâce. Et après, il passe à l'idiome. Ce fut donc l'idiome hébraïque que forgèrent les lèvres du premier être parlant. Donc là, il passe à l'idiome, une fois qu'elle a été fabriquée. Après, on va partager le Bon. Juste une dernière chose, mais la langue d'Adam et la langue de Dieu dépourvue de son pouvoir créateur. C'est pas la langue de Dieu, la langue d'Adam, Ah justement. non, parce que je pourrais venir à la question... Non, c'est justement, Dieu, il peut faire résonner des sons qui ressemblent à qui sont entendus comme des paroles, qui sont signifiantes, Voilà, etc. parce que j'avais cru Non. non. Mais c'est aussi intéressant que ça soit évidemment, ça va bien avec la comédie, c'est-à-dire que la première langue, c'est une langue d'amour, une langue de reconnaissance, une langue de louange. C'est pour ça que ça peut pas être une langue pécheresse. Ça peut pas être Ève le premier locuteur, même si les Écritures disent le contraire. C'est quand même assez incroyable de dire des choses comme ça. Rationabilitaire. D'ailleurs, ces chapitres, on a évidemment Dante maintenant en ligne. C'est très intéressant de compter les termes, de regarder les termes. Là, ça, c'est assez.
rationabilitaire dans ses chapitres bibliques, c'est peut-être là où il y a le plus l'intervention du rationabilius et du rationabilitaire. Donc c'est intéressant. Alors Jean-Louis. Oui, juste une question factuelle. Est-ce que vous confirmeriez que Dante n'a pas lu Philon d'Alexandrie? Ah, je suis incapable de je sais, je suis incapable de vous dire ça. Vous pouvez poser la question, moi non plus. Oui. Je pense qu'il ne l'a pas lu, mais je n'en sais rien. Mais il y aurait trouvé quoi? Enfin, pour ce qui me concerne les questions de confusion. Ah. Je pense côté Philon d'Alexandrie, il y a le traité des confusionnistes. Oui, c'est vrai. Mais enfin, il y a tellement d'autres sources médiévales en même temps. Il y a Augustin, le De Genesi, il y a tous les commentateurs après, il y a Bède, il y a la glose ordinaire, enfin, il y a tout ça. Je ne me souviens plus, je l'avais lu, il y a le texte en effet. Et il faudrait regarder effectivement dans la confusion, sur la confusion, les choses pour essayer de repérer éventuellement des... Mais lui s'intéresse moins, comme je disais tout à l'heure, sur la confusion. Il y a beaucoup de choses. Par exemple, sur le fait que les hommes n'ont pas pu inventer quelque chose, donc ils ont mélangé. La confusion, c'est en fait le mélange des syllabes. Il y a plein de choses un peu techniques dans les... Surtout historique et allégorique. Assez peu grammatical. J'ai complètement oublié ce que ouais, j'ai oublié. En fait, c'est compliqué. Enfin, parce que tout le monde est plus compétent que moi, mais c'est compliqué ce rapport des sources. Moi, je voudrais refaire un livre un peu sur ces questions-là. Je vais donner des textes en parallèle. Je crois que c'est tout ce que... Enfin, ça fait un moment que je parle de ça, je crois que je vais arriver à le faire. Je voudrais donner des textes en parallèle. Voilà, en disant, voilà, à cette époque-là, c'était des choses sur artificielles, sur la confusion, sur les anges. Voilà ce qu'on disait. Bon, ben, voilà, c'est ce qui était... C'est pas quelque chose d'original. Et puis, il y a des choses qui vont avec d'autres, comme Avicenne, par exemple. Bon, instinct et raison, c'est partout. C'est chez Albert le Grand, etc. C'est beaucoup pour la question de la terre et de l'eau, de trouver des textes parallèles. Oui, c'est ça. L'originalité de Dante apparaît dans le texte plus tardivement, et où les parallélismes sont très, très nombreux. Mais j'imagine que tu montreras aussi le caractère d'effraction de son savoir. C'est-à-dire qu'il reprend, mais il innove d'une façon toujours radicale. Il innove parce qu'il en fait quelque chose d'énorme. Je lisais l'autre jour, je ne sais pas si vous avez regardé l'introduction de Fioravanti du banquet que je relisais l'autre jour, justement pour faire ce fameux compte-rendu. Il y a quelque chose dans le banquet d'une innovation, c'est-à-dire c'est pas juste une vulgarisation en latin, dans le traité 4, c'est clair, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une construction théorique, et je trouve, on prend toujours la monarchie et le banquet, mais dans le De Vulgari, dans le premier livre, il y a une construction, moi je trouve que enfin c'est peut-être parce que je l'ai lu 150 000 fois, mais il a une construction incroyable quand on pense, c'est-à-dire la définition, les chapitres philosophiques, l'historique, etc., pour arriver, enfin il y a une espèce de construction philosophique. Alors c'est pas parce qu'on va trouver ici et là des ingrédients qui aide à trouver le sens. Par exemple, artificialis, on peut regarder dans les textes de l'époque, on se dit, bah, artificiel, ça a un sens technique à l'époque. Il y a des choses qu'on reconnaît. Ça n'enlève absolument... Ça donne... C'est comme si on disait, ah bah oui, cette brique, on la connaît. Mais l'édifice, il est absolument original. On peut être précisé pour notre public qui n'a pas forcément de pratique en texte, qu'à côté de cette élaboration extraordinaire, il y a une mémoire de la poésie musicale, une mémoire de la tradition poétique qui est absolument gigantesque et qui mobilise toute la poésie française elle-même. C'est-à-dire que là, il y a une intrication entre France et l'Italie comme jamais, et ça ne répétera jamais une collaboration pareille, parce que les modèles des vers qui l'intéressent et qui vont servir de forme pour les propres créations qui sont les siennes, viennent de toute la tradition provençale et ils citent avec exactitude en plus. Je pense qu'on peut ici faire l'éloge de l'édition de Junta qui, dans l'édition des rimes, montre des parallélismes extraordinairement nombreux avec la poésie française de l'époque, enfin française, occitane de l'époque, et qui sont mobilisés dans des vulgaries d'une façon précise. Alors il y a aussi autre chose que je ne connais pas, mais que certains connaissent, qui m'ont appris d'ailleurs, peut-être qu'ils pourront en parler, c'est que, enfin, une opposition, moi j'ai une lecture, évidemment, c'est chacun a la lecture qui correspond à sa propre formation, disons,
Mais il y a une lecture plus historique du De Vulgare et du Vulgare Illustre, qui est l'histoire du codex des chansons. Peut-être tu peux en parler, toi, tu connais mieux que moi. Bon, je sais pas, là, surtout, c'est le fait que les deuxième livre de Léa Lorentz, c'est un peu traité de politique. Ouais. Oui, c'est ça. Non, mais je parle. De la tradition littéraire contemporaine et précédente. Il y a probablement, il y a plusieurs codex, hein, mais il y a surtout un codex florentin qui probablement représentait un peu le modèle qui a été utilisé qui circulait à l'époque de Dante et qui Dante a pu voir, probablement pas le même, mais quelque chose qui dérive du chansonnier du Vatican, le Vatican latin entre 1950. D'ailleurs, vous avez remarqué tout à l'heure, quand il faisait remarquer que la canzone est la forme la plus noble, que ça se vérifie par les livres, Oui. c'est-à-dire en fait les manuscrits, les codex, qui le transmettent. Et ça va dans votre sens. Bah Il oui, y a un oui, fait et bibliophile quand même. c'est la chanson, c'est l'une des formes les plus importantes de la poésie médiévale de l'époque de Dante. Et Dante aussi expérimente une forme de canzone et qui devient le modèle pour la tradition pétrarque aussi. Donc, il y a cette partie philosophique, mais aussi une partie poétique très importante dans la deuxième partie du traité. Ce que tu m'as appris, moi, c'est qu'en fait, il y avait dans ce recueil de chansons, il y avait une véritable unification linguistique. Oui. C'est ça qui est extraordinaire, c'est-à-dire que l'idée qu'il y ait une espèce d'unification linguistique possible, d'une certaine façon, moi j'ai toujours pas, jamais je parlerai de ça, c'est trop difficile. Oui, voilà, c'est ça. C'est quand même pour la poésie sicilienne. Voilà. Ça, je trouve ça génial. Alors le rapport entre Giorgio Iglesias, on en avait parlé, c'est belle conférence. Ce sont des arguments qui m'intéressent beaucoup. On a beaucoup échangé ensemble. Et aujourd'hui, en t'écoutant, j'ai beaucoup apprécié la remarque que tu as faite sur le ad placitum. Parce qu'en fait, c'est cette idée de liberté qui est très importante pour Dante dans tous les poèmes et dans tous les ouvrages. Je suis en train de travailler un peu avec mes étudiantes l'enfer en ce moment, qui est au programme du CAPES. Et la liberté aussi, c'est la base de l'organisation de péché dans la comédie. Et c'est une idée importante qu'on retrouve. Alors, si on parlait avant des apories dans l'ouvrage de Dante, il y a aussi une sorte de fil rouge. Et c'est justement cette idée de liberté qu'on peut décliner de façon poétique. Bah oui. Qu'est-ce que liberté dans quel sens? Liberté de quoi? Liberté de... Non, la liberté, alors la liberté, c'est la liberté, par exemple, utilisée après la chute, non, après la chute de Babel. Donc c'est la liberté des hommes qui ont inventé, restauré, disons, la dispersion des langues à travers des nouvelles langues qui ont été inventées. C'est ça qu'Irène disait. Et elle insistait sur l'utilisation du verbe latin, de la locution latine ad placitum. Et j'ai pensé aussi que la liberté, c'est à la base de la classification du péché dans l'enfer de Dante. Alors c'est une classification que Dante a tirée d'Aristote, c'est pas une invention de Dante, mais l'attention qu'il donne à certains pécheurs dans la comédie, par exemple dans l'enfer de Dante, est surtout liée à cette liberté d'invention, liberté, mais aussi liberté dans les mal, dans le fait d'agir mal et de vouloir agir mal et d'utiliser mal. Il faut expliquer le mal et il faut expliquer la solution du mal. Oui. Il le fait dans le purgatoire, il le fait là. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont dans la mauvaise direction, mais l'homme, c'est le passage du purgatoire est vraiment intéressant.
la mala condotta. Ce qui a fait le monde mauvais, c'est le mauvais gouvernement. Donc la liberté, c'est d'aller dans un sens ou dans l'autre. Ça peut aller dans tous les sens, la liberté. Par contre, il peut y avoir des solutions. Alors là, c'est une solution un peu politique, si on veut, qui... C'est une langue qui après vous l'appelez illustre. Et c'est ça la quintessentielle de votre liberté-là, dans cette troisième langue qui est inventée ou développée à partir de... à vrai Est-ce dire... qu'on peut dire noble ou plus noble? Est-ce qu'elle est noble dans le sens divin ou non? Alors, il y a deux questions. La liberté, elle est plutôt, comme Raphaëlla vient de le dire, elle est plutôt liée au fait que les hommes, ils parlent ad placitum. Ils inventent. C'est un mot qui vient du Père Herménias d'Aristote, qui a toute une histoire. Hein. Moi, j'ai fait, dans le glossaire, j'ai fait un peu l'historique. C'est vraiment un terme extrêmement chargé, ad placitum. Donc, c'est pas non plus n'importe quel terme, le bene placitum, le placitum. Mais donc, la liberté, elle est plutôt liée à justement au fait que les hommes, ils ont des désirs, des affects, ils ont envie de dire des choses, etc. Donc, ils font varier leur langage, ils parlent comme ils veulent. Enfin, on a une certaine liberté avec son langage. Le vulgaire illustre, il n'est pas lié, on ne peut pas dire qu'il est lié vraiment à la liberté en un sens. C'est-à-dire, c'est une espèce, comment dire, je dirais plutôt que c'est une solution. Comment dire, il y a eu un péché, il y a eu une punition, il y a eu une solution qui avait des défauts, puisqu'il amenait à la diversité, à l'intercompréhension. Et je dirais plutôt que là, ce que fait l'homme, et c'est pour ça que je le rapproche de ce passage du purgatoire, c'est à l'homme de trouver une solution. C'est pas la même solution que dans la comédie où il y a le Christ. L'homme ne trouve pas tout seul les remèdes au péché. C'est plus théologique en un sens dans la comédie. C'est un peu superficiel ce que je dis, mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a le Christ, il peut pas trouver ses solutions tout seul. Tandis que là, c'est à l'homme, c'est l'homme qui est responsable de ses parler. S'ils ont des défauts, c'est à lui de trouver la solution, pas à n'importe qui, Adam lui-même, grâce à sa raison. Il est un peu inspiré, c'est le Ratiosum Lumen Rationis, enfin, je voudrais reprendre tout ça. Et c'est en tant que poète, finalement, c'est lui qui va trouver la solution pour les hommes. Au défaut qu'entraîne la liberté. La liberté, elle peut permettre d'aller, il le dit, moi j'ai toujours rapproché de ce chant du purgatoire, la petite fille qui va dans un sens, dans l'autre, etc., qui suit... voilà, il peut aller dans n'importe quel... Un peu comme les moutons. Les moutons, ils vont dans n'importe quel sens. C'est tout à fait naturel. Ils sont libres aussi. Ils vont... Mais à un moment donné, il faut peut-être un peu les rassembler. Et ça, c'est Dante qui invente ça. Donc, c'est pas forcément lié à la liberté. C'est lié au rôle, je ne sais pas si tu serais d'accord, Raphaël, c'est lié au rôle qui se donne, qui est quand même un rôle énorme. Oui, il y a une question là. Langue que prophète. Oui, en tout cas, là. Nomothète plus que prophète. Créateur de langue plus que créateur de mots, oui. Il y a une question derrière. De la liberté, parce que ce n'est pas seulement ce qui me frappait de ce tâche, c'est pas seulement le discours de la liberté, mais c'est vraiment aussi, je trouve que c'est très intéressant, tout le discours lié au plaisir, aussi dans le discours d'Adam, dans le 26 paradis, le plaisir du langage et qui est justement lié à tout cet aspect d'affectivité, d'individualité qui ne se perd jamais. Et justement au paradis, là où on serait censé trouver le plus peut-être ce vulgaire illustre, on ne le trouve pas toujours. Par exemple, je pense au paradis 14, le chant de Salomon, l'auteur du Cantique des Cantiques, poésie d'amour, poésie érotique. On trouve la fameuse rime amme, c'est-à-dire amen, mamme, maman. Genre un mot qui est explicitement banni dans le De Vulgare Eloquentia, en parlant du vulgaire illustre. On n'utilise pas mamme, on n'utilise pas corpo, on n'utilise pas trois mots qu'on retrouve dans le même verset, dans la même terzina, dans le chant de Salomon. Et donc il y a tout cet aspect qui renvoie au monde lyrique, si on veut, au monde lyrique, à l'affectivité. On dit c'est la langue naturelle parce que c'est la langue qu'on écoute de notre nourrice. C'est la maman, c'est la nourrice. Il y a quelque chose de très matériel et de très lié au plaisir que je trouve c'est vraiment révolutionnaire, c'est très intéressant. Alors, je voudrais dire quelque chose à propos de ça, c'est que je crois que Catcher, c'est pas le plaisir au sens de la jouissance, etc. C'est vraiment le plaque et tout. Et puis la deuxième chose, ce qui est en germe, enfin, qui est
dans votre chose qu'il faut peut-être rappeler évidemment, c'est que après le De Vulgari, la pratique de la commedia, elle est radicalement opposée à ce qui était prôné dans le De Vulgari. Parce que dans le De Vulgari, il dit, pour chaque chose à dire, on a des styles différents, et c'est vraiment, ça c'est Contini qui l'a dit, enfin, les grands dentologues l'ont dit, c'est-à-dire que c'est vraiment, chaque chose qu'on doit dire est liée à un style, il y a 3 styles, enfin, c'est très cicéronien, enfin bon, c'est très antique si on peut dire, alors que, je ne sais plus, c'est Contini qui l'a bien dit, il a dit, la commedia, c'est le mélange des styles. C'est vraiment complètement autre chose. Là, il mélange, d'ailleurs, regardez dans cette partie. Donc, il illustre la liberté d'une autre façon. Il illustre la liberté ici, ça se voit. D'ailleurs, les commentateurs le disent. Il mélange les styles, il mélange les langues. Il y a des mots toscans, il y a des mots provençaux, il y a des mots inventés, transhumana, il y a tout ce qu'on veut. Il y a des mots latins aussi bien. Enfin, c'est vraiment, il passe vraiment à autre chose. Dans l'écriture de la comédie. C'est vraiment... Et alors, ça c'est d'ailleurs même amusant, parce que pourquoi ils n'ont rien compris, les humanistes? Parce que Boccace avait dit que Dante avait écrit le De Vulgari Eloquentia vicino alla morte. Et donc, ils ont pensé qu'il l'avait écrit après la commedia et que c'était la théorie de la commedia. Et ils disaient, mais ça va pas du tout. Il blâme le toscan et puis il l'utilise dans la commedia. Enfin, évidemment, ça n'allait pas. Et donc, certains ont dit, non è di Dante. Ils en ont conclu ça. Et donc, c'est quand même... Mais vous savez que dans des livres contemporains, on trouve encore cette idée de Boccace que ça a été écrit comme théorie de la commedia. Ça a été écrit... remarquez, on lit bien récemment encore, pour revenir que le banquet, explique l'arrière-fond philosophique de tout ce qu'il y a de philosophique dans la comédie, parce qu'ils ont été contemporains. C'est incroyable cette traduction du banquet. Il faut vraiment... oui, celle de Cecchetti. Enfin, l'introduction, c'est une folie. Je me dis, mais c'est impossible que le Seuil publie un truc comme ça. Vous aurez un beau compte-rendu En attendant Nadeau. En attendant Nadeau, une revue en ligne. Non, mais bon, il y a besoin de se fâcher quand même quelque part. En tout cas, c'est pas plus vrai. Enfin, évidemment que le banquet n'a pas été écrit pour expliquer ce qu'il était en train d'écrire dans la commedia et toutes les connaissances qu'il y avait, et il aurait écrit le banquet pour les expliquer. Pas du tout. Il a commencé la commedia après l'écriture du banquet. Tout le monde le sait. En tout cas, on peut tirer une leçon amplement pédagogique. Vous voyez qu'on ne peut pas dire qu'on a lu Dante parce qu'on a lu la comédie, en étant qu'on l'ait lu et qu'on ait compris quelque chose. On commence à lire Dante que si, lisant les autres œuvres, on calcule les distances qu'il y a entre les autres œuvres et la comédie. Donc l'œuvre, elle est entre deux. Elle n'est pas dans un des termes ou dans l'autre, elle est entre deux. Et il y avait un vieil ésotériste merveilleux qui s'appelait Rossetti qui avait dit cette chose. La comédie est un soleil, mais on ne peut la voir que depuis les planètes qui l'entourent. Donc si vous ne connaissez pas le De Vulgari, qui est une très belle planète pour se donner un point de vue, ou les rimes, ou la Vita Nuova, vous ne voyez pas la Divine Comédie. Donc il faut se persuader qu'il n'y a pas de séjour au centre de la Divine Comédie qui la présenterait comme un terme achevé, mais au contraire, il y a une suite de rayons nous avons à classer, et nous devons en subir les pouvoirs de différence. Et c'est ça que... donc c'est un vrai système solaire, à mon sens. Tu en es d'accord? Oui, oui. Alors, est-ce que d'abord il y a encore quelques interventions? Monsieur. Cour dont il parle, enfin, qu'il imagine de la cour de poètes. J'avais une question sur la cour de poètes italiens qu'il imagine sur le modèle de la cour de Frédéric II. Il leur donne uniquement comme mission de créer une langue italienne, ou est-ce qu'il imagine un gouvernement des poètes Écoutez, j'ai pas tellement plus que ce qu'il dit là. À vrai dire, il dit même pas de créer une langue italienne. C'est le côté... Moi, j'adore la construction théorique, parce que je suis un peu dans la théorie, mais en réalité, on n'a pas tellement d'éléments sur ce que ça aurait été. L'idée, c'est que ça aurait formé, s'ils s'étaient mis d'accord, une espèce de... Je sais pas, c'est une koiné, je sais pas, ça doit pas être une langue savante, ça doit être une langue qui irradie, j'en sais pas tellement plus que les petits chapitres qu'il dit. Vraiment, il n'en dit pas grand-chose. Alors après, chacun s'amuse à reconstruire l'ensemble. Enfin, moi, je crois que les chapitres se tiennent. Maintenant,
je me souviens de la discussion avec, je crois que tu étais à Rome avec Giorgio Inglese, où il disait, mais concrètement, c'est quoi cette langue? Ça tient pas, c'est ridicule. Comment toutes ces langues de poètes italiens illustres pourraient former une espèce de règle pour les autres? Il ne voyait pas du tout, parce qu'il a évidemment un point de vue absolument magnifique empirique, c'est-à-dire en sachant comment ça se crée. Ça, je ne peux pas vous répondre plus que ça est. Moi, j'ai donné une cohérence un peu théorique à la chose, mais l'empirie derrière, on n'a aucun élément pour le faire, à part cette histoire de la toscanisation quand même. C'est-à-dire avec quand même l'idée qu'il y avait une unification possible. Oui, complètement. Il ne le dit pas. Non. Ouais. Sauver le sort de l'Italie qui était d'une péninsule italienne, on ne parle pas d'Italie. Oui, il y a des contradictions. Par exemple, quand il dit que la langue... Enfin, ce qu'il faut voir, c'est que la langue vulgaire, le vulgaire illustre, il est ni le parler vulgaire, ni le parler savant. Mais il y a quand même, dans le deuxième livre, quand il donne les règles pour l'apprendre, on a dit, mais c'est plutôt comme une grammatica. Enfin, c'est plutôt comme une langue savante, puisqu'elle est apprise. En réalité, non, il en donne les règles. Enfin bon, c'est un peu... Rhétorique, on peut dire, sans Oui, mais enfin, il est le meilleur, optimum in genere suo, c'est le meilleur des parlers vulgaires, c'est tout ce qu'on peut dire. Ceci dit, il a des règles, celui-là. Il a des règles et il ne faudrait surtout pas penser qu'il est juste lié au génie, etc. Et ça va bien avec le banquet. Hein. L'homme noble, il a alors si on veut faire le parallèle et comprendre le vulgaire illustre par rapport à la noblesse de l'homme noble du banquet, c'est vrai qu'il reçoit la grâce, en même temps, il doit la cultiver. Il doit l'entretenir. C'est pas parce qu'on a un génie qu'on doit s'en contenter. Et d'où le rôle de Dante, d'ailleurs, aussi bien dans le banquet pour apprendre à l'homme noble, lui donner des connaissances, que dans le De Vulgari pour apprendre au poète noble les règles de la composition poétique la plus noble. Donc en fait, c'est pas parce que il y a quelque chose qui est un don, il y a quelque chose de l'ordre du don, que ça ne doit pas être après raffiné, appris, développé, etc. Il est critique. Mais au fond, ce que vous disiez tout à l'heure, en citant Cicéron, pour le latin par rapport au grec, revient à peu près à la même chose, puisque à certains égards, Cicéron disait que le latin était imparfait et pouvait évolutivement affiner ses compétences de langue savante. Donc au fond, ça n'est qu'une nouvelle version d'une évolution linguistique. Il dit pour les hommes nobles, il dit ceux qui ont la véritable connaissance étrangère, il y a une graine de lycée, mais définitive, quand on parle de lycée, mais de la semence, il y a quelque chose comme une potentialité, en effet, qui suffit simplement de porter pour qu'elle donne ses fruits. Et Dante, il joue un rôle là-dedans, puisqu'il éduque. Il permet à ce qui est en germe dans la langue italienne ou dans les cavalières et qui rencontrent, il leur permet de développer toute leur potentialité. Le rôle de l'éducation dans les deux traités, c'est aussi un point. De la formation, oui, de la formation. Oui. Voilà. Peut-être que nous sommes arrivés au bout parce qu'on t'a fait travailler beaucoup. C'est moi qui étais bavard. Alors, je vous explique la suite de l'après-midi et chacun se déterminera. NG, si j'ai compris, donc